Dernière édition de Métro News pour cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Toujours un plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous d'actualité. À la une de ce vendredi, les violons ne s'accordent pas entre le Premier ministre et le CPT. Encore ce vendredi, une réunion entre les deux branches de l'exécutif s'est soldée par un échec. Dans l'intervalle, la situation sécuritaire reste tendue à Fort-National et à Solino, où des tirs nourris ont été entendus pendant une bonne partie de la journée. Parallèlement, un regain des actes de kidnapping est constaté dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Également, au titre de ce vendredi, plusieurs mouvements de grève sont annoncés dans l'administration publique, alors que les employés de la DGI réclament le départ de l'actuel directeur général afin de reprendre leur poste. Ceux du ministère de l'Intérieur exigent de meilleures conditions de travail. On démarre donc ce journal par le bras de fer existant entre le CPT et la primature, où une profonde discorde règne au sein de l'exécutif haïtien. Une réunion prévue entre le CPT et le Premier ministre ce vendredi a été abruptement interrompue en raison des divergences marquées entre les deux entités. Alors que le Premier ministre presse le Conseil d'agir contre les conseillers impliqués dans le scandale de corruption de la BNC, certaines informations suggèrent que le CPT envisage soit de révoquer le gouvernement de Gary Coney, soit de procéder à un remaniement ministériel. Toujours concernant ce bras de fer, les tensions entre le CPT et le Premier ministre se sont intensifiées ces derniers jours. Aucun conseil des ministres n'a eu lieu depuis plus de 3 semaines, ce qui paralyse presque totalement l'appareil d'État au niveau de l'exécutif et par extension du gouvernement. Ce climat de malaise est ressenti tant sur le plan national qu'international, avec la CARICOM appelant les dirigeants haïtiens à se concentrer sur les objectifs de la transition plutôt que sur des intérêts personnels. En Haïti, certaines voix réclament un changement radical, suggérant l'instauration d'une présidence provisoire confiée à un juge de la Cour de cassation. Ce soir, pour en parler, nous recevons le professeur Guichard Doré, ancien conseiller présidentiel, qui nous aidera à analyser la situation actuelle et aussi à proposer des pistes d'action pour l'avenir. Guichard Doré, bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir, Madame Batelmi. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Métropole. Vous êtes avec nous pour commenter l'actualité politique. Nous savions depuis quelques jours déjà un bras de fer existe entre le CPT et la primature. Alors que de monde dans la société civile, alors que de organisations prennent parti pour une ou bien l'autre, alors que appel à fait pour essayer de résoudre le problème, non, mais il semblerait que suite à une réunion, le CPT a semblé vont vote, côté que vote là majoritairement voté pour renvoyer Premier ministre Gary Coney. La première question, Guichard Doré, est-ce que CPT a un droit pour renvoyer Premier ministre là? Bon. Si des parlement, il va être capable, parce que normalement, si on regarde l'esprit de la Constitution, il m'a dit qu'en relation, le gouvernement, c'est le président qui nomme, mais légitimité administrative pour engager les fonds publics, c'est le Parlement qui balle par un vote de déclaration politique générale. Mais sauf que là, on était, après le départ d'Ariel, dans une situation de coup d'État. Donc, CPT, à travers des accords qu'ils ont fait, ils ont une légitimité qu'eux-mêmes, ils ont battu tête. Vous parlez de coup d'État envers Ariel Henry? Parce que, bon, évidemment, c'était ça. Parce que telle procédure pour le pouvoir, c'est pas comme ça lié. Il faut aller dans l'élection, c'était pas ça. On était dans un vide institutionnel et même vide politique. Donc, il y avait une offre politique qui était primée. C'était la formation du Conseil présidentiel. Puisqu'on avait là, il y a tout privilège du président de la République, par le Parlement, il y a un privilège du chef de l'État. Donc, ici, l'autorité de nomination, c'est qui a nommé le Premier ministre et demandé pour la formation du gouvernement. Donc, l'autorité de nomination et l'autorité de révocation. Donc, en résumé, oui, le CPT a le droit de renvoyer le pays. Oui, l'autorité de nomination et l'autorité de révocation. Le week-end dernier, lors d'un forum, qui c'est forum citoyen, que le Premier ministre a participé, d'ailleurs, il a fait plusieurs déclarations, et une déclaration qui a attiré attention en pile monde, il a demandé pour CPT prendre une décision
contre 3 conseillers présidents qui impliqués dans le scandale BNC, scandale de corruption. Est-ce que, selon vous-même, déclaration ça qu'a incité CPT1 pour renvoyer, est-ce que vous avez considéré comme un manque de respect puisque le Premier ministre a dit qu'il peut prendre décision contre membres conseillers? Pas quoi ça, j'ai l'impression que tu as un problème avant. Le fait que moi, connais comment le gouvernement fonctionne au plus haut niveau de l'État, l'exécutif, le fait que entre le chef du gouvernement et le CPT, c'est des échanges, des lettres qu'a faites dans la presse, etc. C'est-à-dire politiquement, c'est déjà catastrophique déjà. Parce que entre le CPT et le Premier ministre, c'est supposé qu'il y ait une relation cordiale et une compréhension mutuelle des choses pour ne pas aller de l'avant. Le fait que c'est des lettres et des échanges épistolaires que nous avons fait chaque jour dans la presse, etc., je pense que il y a un problème de distance qui peut être entre les deux. Ils écartent davantage, ils sont dans une situation difficile. Pour moi, c'est ça que je dis pour l'entendant. Parce que normalement, ça va jamais faire entre le président de la République ou bien le groupe qui exerce le président de la République et le Premier ministre. C'est l'échange qu'a fait. Les gens sont réunis ensemble, ils prennent des décisions. Parce qu'il faut éviter toujours une hiérarchie au niveau de l'exécutif. Même si on dit qu'il y a 2 pouvoirs, il y a 2 têtes, mais dans le fonctionnement de la machine de l'État, il faudrait que l'État exprime d'une seule voix. Okay? Le fait que nous avons un pôle primature, un pôle de la présidence, au moment de la durée, on a 2 qui ont cédé. Si toutefois une décision qu'on s'apprend, qui joue elle? Normalement, il ne va jamais révoquer le Premier ministre. On remplace le Premier ministre. Donc, il ne faut pas attendre qu'il va avoir un arrêté pour dire révoquer le Premier ministre. Parce que le poste, c'est la fonction, ce n'est pas la personne. Donc, il y a quelqu'un qui exerce sa fonction à tout moment de la durée. Okay? Donc, bon, c'est monsieur qui a des outils politiques dans l'Europe, puis on connaît. Est-ce que l'État a marché ou bien pas marché? Parce qu'il est bruit que paraît-il qu'il n'y a pas jamais de conseil de ministre. Depuis 3 semaines. Le conseil des ministres, c'est tous les mercredis. Au moins, il faut qu'on conseil des ministres. C'est là où on prend les grandes décisions de l'État. Donc, l'État est paralysé au plus haut niveau. Or, quand on arrive dans une situation où l'État est paralysé au plus haut niveau, bon, de la durée, il faut trouver une solution. Mais est-ce que vous pensez que c'est la meilleure solution aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un renvoi de lui-même pas risqué fragiliser la conjoncture là? Bon, on souhaite qu'il y aura au moins l'esprit de compromis triomphé, mais paraît-il, ce n'est pas dans le sens ça qu'on va aller. Compromis par le Premier ministre ou bien conseil? Des deux côtés. Pourquoi c'est dans l'émission Wendell Lamdevini, il me dit que le Premier ministre doit travailler avec le CPT. Il doit toujours avoir une relation de travail avec eux parce que c'était l'autorité de nomination. OK? Et toujours en droit, l'autorité de nomination est toujours l'autorité de révocation. Donc maintenant, comme eux-mêmes, c'est eux qui ont exercé les privilèges du président de la République, le chef de l'État, donc au plus haut niveau, il y a des privilèges qui ont gagné, mais il semble qu'ils n'ont pas exercé. Il y en a là-dedans la politique étrangère, qui est le domaine réservé du chef de l'État, les postes régaliens, ils n'ont pas exercé. Il y a même que pas des relations fonctionnelles ou même mécaniques entre eux. Donc pour moi, c'est que là, extrêmement grave. Pour le capable fini, c'est une décision qui t'a supposé venir, ou du moins c'est un sujet qui vient paraître à seulement 2 jours après le résultat de l'élection américaine. Est-ce que selon vous-même, il y a un lien entre le fait que Donald Trump remporte l'élection? Ça, là, nous connaissons que le grand discours de isolationniste, il n'est pas intéressé de l'autre pays. Vraiment, c'est tout pays règle à faire. Est-ce que vous pensez que ça a un lien? Est-ce que vous pensez que ça a un impact sur la politique là, en Haïti? Alors, Trump a une conception transactionnelle de la politique. C'est-à-dire, c'est bon, bon. Donc, c'est vrai que le Parti républicain, généralement, pas trop interventionniste. C'est-à-dire, pas l'entrée dans le pays, la CAO. Peut-être oui, ou qu'il y a raison, peut-être en circonstances occasionnelles, comme ça, mais pas quoi ça, parce que le problème était là avant que le président Trump est élu, parce que nous là, sur les réseaux sociaux, n'importe correspondance entre le Premier ministre et membre du gouvernement, le Premier ministre, membre CPT, au mandé pour changer certains ministres, ça dit non pas droit. Or, les membres du CPT, ils ont une légitimité qu'ils prennent par eux-mêmes. Parce que c'est pas. Donc, maintenant, à moins que le Premier ministre, parce que c'est lui qui veut rôle Ariel 2, c'est-à-dire la fois Premier ministre, chef du gouvernement et chef du président de la République, et chef de l'État. Or, ce n'est pas le cas.
Donc maintenant, au moment de la duo, vous gagnez un exécutif côté que une autorité de nomination qui bon une nomination arrêtée de voir le gouvernement donc ou légitimité ou vient l'idée. Donc n'importe moment vous retirer légitimité si vous estimez que ou pas dans rôle ou pas jouer ça attendez. Et d'autant plus que paraît-il que gagne un problème de relation entre les deux branches de l'exécutif. Ça ne peut pas marcher comme ça au niveau de l'État. L'exécutif, il faut toujours éviter une hiérarchie au niveau du pouvoir exécutif. L'exécutif doit parler d'une seule voix. D'ailleurs, il y a un chef du pouvoir exécutif, c'est le palais national. Le Premier ministre, écoute, malheureusement, on n'a pas parlé pour étudiants. Quand on est membre quand le président de la République pour arrêter pour le nommer comme Premier ministre, il demande pour le former au gouvernement. Mais tout ça, c'est lui qui autorise pour faire lui. Là, il demande de former le gouvernement. Quand il y a l'offre de former le gouvernement, on porte le bali pour y approuver, vu et approuver. C'est vrai, c'est le Premier ministre qui nomme, mais il y a une signature d'approbation du président de la République ou des chefs d'État. Ça fait des choses. Ça fait quoi? Sur le plan protocolaire, dans l'État, il y a une façon de faire. Le Premier président dit mais le Premier ministre a mis des noms pour nous mettre pour nous aider. Mais quand ça le fait, ils font investiture. On cérémonie d'investiture, ils disent ou fait partie de l'exécutif, du gouvernement. Après là, ils font arrêter pour l'installer. Ils disent ils mettent ça comme gouvernement. Maintenant, là, ils font ça, ils font un premier conseil des ministres, puis ils disent l'exécutif réuni. Puisque le conseil des ministres, c'est la rencontre entre le chef de l'État et le gouvernement. Donc maintenant, le fait que Kony ne comprenne pas tout ça, ça a montré qu'il y a un problème d'incompétence politique, très grave au plus haut niveau de l'État, parce que toute émanation de l'autorité est venue du palais national. OK? Donc, ouais, tout le protocole, etc., tout ça. Imaginez que le CPT ne doit pas vous le Premier ministre aller. Un ministre PVTA a ça qu'on a pour une résolution de désapprobation des membres de l'exécutif, puisque c'est parce qu'on est membre de l'exécutif qu'on a engagé l'État. Puisque c'est préparé avec nos mots, mais une fois qu'on n'est pas membre de l'exécutif, ou pas ministre, ou pas membre du gouvernement. Donc, moi, c'est que tu as une incompétence politique et probablement le Premier ministre n'avait pas de conseiller autour de lui, parce que je pense qu'il agit très mal. Donc, il faut donc que deux tête dans l'exécutif, tu mis tes têtes ensemble justement pour avancer justement. Merci infiniment à vous, Guichard Doré. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Voilà donc les précisions de Guichard Doré, ancien conseiller présidentiel de Jovenel Moïse. Il était l'invité de Maître News ce soir, notre invité politique. Intéressons-nous à présent à la question sécuritaire, un point très présent de l'actualité ici en Haïti. Les attaques de bandits se sont poursuivies ce vendredi, notamment dans le quartier de Fort National. Des tirs nourris à l'arme automatique ont retenti dans cette zone voisine de Solino, également ciblés par les assauts de la coalition de gangs Vivre Ensemble. Jeudi, plusieurs maisons ont été incendiées par des malfrats en représailles après que la PNH a éliminé plusieurs membres de leur groupe. Malgré les efforts des agents de la police nationale d'Haïti pour contenir les bandits, la situation demeure extrêmement tendue, entraînant le déplacement de nombreux habitants. Parallèlement, les actes de kidnapping connaissent une recrudescence de la capitale et selon les données des Nations Unies, près de 200 cas ont été enregistrés au cours des 3 derniers mois. Autre grand dossier, les employés de la Direction générale des impôts ont repris leur mouvement de grève, exigeant le remplacement du directeur général Jean-Emmanuel Casséus comme condition préalable à la reprise de leur activité. Les grévistes admettent que cette paralysie de l'institution nuit à la collecte des recettes de l'État. Toutefois, ils appellent les autorités à trancher sur ce dossier. Nous sommes pour une trêve, côté nous sommes chita ensemble, nous avons quelques représentants bureau DGI, responsables qui étaient chita avec nous. Mais nous avons dit on fait une trêve humanitaire parce que nous ne pouvons pas quitter les contribuables à souffrir déjà comme ça. Parce que les contribuables, au moins, font un pour nous si nous avons un petit service. Pour raison ça, nous avons fait une trêve pour nous arriver jusqu'à 31 décembre. Maintenant, trêve là, dans l'ensemble des revendications, nous avons qui ça peut répondre à court terme, à moyen terme et à long terme. Les nous regardons nos ministres des Finances, nous ne pouvons pas comprendre jouer la jouer à tout. Les ministres des Finances, ils ont une prime li bail. Les nous regardons, ils ont parti moun joindre, ils ont parti pas joindre.
Mais le ministre des Finances a regardé, il y a un paquet d'injustices là dans Jean Nèg DG qu'on a fait là. Parce qu'on n'a pas qu'à comprendre pour un directeur général, la bail de CRD emploi et un prime côté la bail employé 25 000 gouttes, lui-même la prend 5 millions de gouttes pour tête pâle. Chaque 3 mois, DGA bail un prime 25 000 gouttes à employé à personnel là, lui-même lui prend 5 millions de gouttes. Dernier acte la ministre des Finances vient tomber sur lui, il trouve ça son injustice. Mais le ministre des Finances tout li mal bailé parce qu'on parti employé jeune, et on parti employé pas jeune. Et fois ça nous quand PDGI nous dit pour juste les arrêter, ils ont arrêté sorti, ils ont nommé l'autre directeur général. Ensemble employé qui est comité nous dit nous pral chita avec nouveau directeur général là pour nous dire mais ensemble de revendications pour le répondre parce que nous considérons Casseris comme irritant depuis l'arrivée de DGI, Casseris dans la tête de DGI, c'est gagotte, nous dit non, nous ne pouvons pas accepter à gagotte ça encore. Toujours concernant les mouvements de protestation, le syndicat des travailleurs du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales annonce la tenue de 3 journées de grève générale à compter du lundi 11 novembre à raison de conditions de travail jugées insatisfaisantes. Parmi leurs principales revendications figurent la relocalisation du ministère, la nomination des travailleurs contractuels et une revalorisation salariale. Le syndicat avertit également qu'il pourrait intensifier ses actions si les autorités compétentes ne répondent pas favorablement à leurs demandes. Aujourd'hui, tout travail dans le ministère en mode grève. Syndicat travail, ministère intérieur, collectivité territoriale a annoncé à toute population et travailleurs que jusqu'à 11, 12, 13 novembre 2024, c'est 3 jours de grève dans le ministère. Pour nous demander, il faut qu'il y ait un autre bâtiment pour loger le ministère. Il faut que le ministère ait un autre ministre qui est plus responsable pour gérer les problèmes ministère et puis répondre à la revendication travailleurs. Il faut qu'il y ait une plus bonne condition de travail pour tout travailleur dans le ministère. Il faut que tout travailleur contractuel joigne une nomination dans la boîte. Il faut qu'il augmente le salaire tout travailleur ministère. Il faut qu'il y ait 4 assurances santé pour tout travailleur contractuel dans le ministère. Il faut que tout travailleur contractuel dans le ministère joigne 4 débits. Il faut que tout travailleur nommé qui a une qualification joigne promotion. Il faut que l'agent service intelligence serve pour mettre sécurité dans le pays. Il faut qu'il y ait une pièce d'identification pour chaque travailleur dans le ministère. Et donc c'est ensemble revendication ça nous chita derrière pour nous dire tout employé, quel que soit côté où il est sur le territoire national, qui doit travailler dans la délégation, qui doit travailler dans la vice-délégation, qui doit travailler dans la collectivité, quel que soit côté où sous tutelle ministère intérieur, nous en mode grève à partir de lundi pour tout le monde capé travail. Donc, après ça, si on pas attendre nous, si on décide comme nous qu'on avec qui est fonctionner, si on décide de pas attendre nous, on apprend l'autre phase dans la bataille. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a célébré ses 30 ans d'existence ce 8 novembre en présence des membres du gouvernement et du conseil présidentiel de transition. À cette occasion, le président du CPT, Leslie Voltaire, dit regretter que les femmes et les filles sont en première ligne des victimes de la violence des gangs dans le pays. Face à ce phénomène, le gouvernement entend renforcer la protection de cette catégorie sociale à travers la modernisation de cadres juridiques, précise le chef du gouvernement Gary Coney. Reportage Réti Fortuné. Créé par décret le 8 novembre 1994, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a célébré ses 30 ans d'existence ce vendredi. Une activité pour laquelle les responsables ont mis en avant le bien fondé de cette institution, se donnant pour objectif de défendre le droit des femmes dans la société haïtienne et ont souligné les avancées enregistrées dans leur lutte. Françoise Suzan est l'actuelle ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Je veux rendre un hommage aux pionnières qui ont osé rêver ce ministère et à toutes celles et ceux qui, au fil des années, ont œuvré avec dévouement, souvent dans des conditions extrêmement difficiles, pour que l'égalité des sexes devienne une réalité palpable. Cette cérémonie de célébration s'est tenue sur fond de crise sécuritaire
paralysant les principales activités économiques, dont le commerce d'Emma Dansara, considéré comme un moteur important de l'économie d'Haïti. Voilà un aspect autour duquel a tourné le discours de Leslie Voltaire. Nous sommes conscients que vous payez aujourd'hui le lourd tribut du manque de services et d'équipements dans notre pays, des déplacements forcés dans vos quartiers, de la paralysie du commerce de gros et de détail de nos fiers Madansara, de l'anéantissement de vos entreprises, des rapatriements, des viols, des assassinats et l'enrôlement de vos enfants soldats, nos enfants soldats. La liste des souffrances est longue. Cependant, plus que jamais, la nation compte sur vous, mesdames, dans le combat pour une société harmonieuse, pour le rétablissement de la sécurité et le retour de la vie dans nos quartiers. Participant à cette activité, le conseiller président a promis le soutien du gouvernement de transition pour créer les conditions nécessaires à la relance de leurs principales activités. Mesdames, nous mettons compter sur moi. On nous travaille ensemble pour la vie meilleure. Pas bien société sans force côté tout le monde c'est monde, sans bataille sans mieux. Je vous souhaite donc une heureuse célébration de ce ministère. Femmes voyant papéchaille. Dans un environnement infesté de gangs qui font subir leurs lois aux femmes et aux filles, il est crucial de renforcer leur protection contre la violence, soutient pour sa part le Premier ministre. Pour financer des initiatives en faveur de l'égalité de genre, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé. Je sais que les défis sont multiples et je sais que quand on passe à la transition, on voit l'urgence de la sécurité, l'urgence de la réponse humanitaire. Mais nous n'allons pas pouvoir résoudre ces défis si nous n'intégrons pas dans tous les aspects de notre démarche la question de l'équité. Et ce travail que sous votre leadership, nous sommes prêts à supporter. Ce 30e anniversaire était aussi l'occasion pour les cadres du ministère, dans leur élan de féminisme, d'agiter la question du quota des femmes au poste de décision. Certaines d'entre elles ont été honorées par la ministre pour leur implication en faveur de la cause féminine. On referme la page nationale de Métro News sur un ton plus léger pour parler de culture. La 21e édition du festival 4 Chemins a été lancée ce vendredi et se tiendra du 25 novembre au 7 décembre à l'Institut français autour du thème « Non aux masques et mascarades ». Au programme, des activités culturelles variées comme des lectures, des concerts et des découvertes, avec un accent particulier sur le jeune public. Les lieux principaux du festival incluent la bibliothèque Pied-Poudré, le centre culturel Brésil-Haïti et Haïbost, des artistes internationaux et des performances de danse contemporaine sont également prévues. Cette année, le festival mettra particulièrement en lumière de nombreuses artistes féminines, selon le responsable de communication, Michael Formilus. Nous gagnons une programmation qui est assez riche avec des activités en amont et des activités que nous avons fait pendant le festival, là, pendant le lancement officiel ou bien pendant la période officielle festival. Là. D'abord, nous avons les activités en amont qui a commencé 14 novembre pour arriver 19 novembre dans Port-au-Prince. C'est une série de lectures. Côté nous avons focus sur le Liban. Nous avons lu 2 textes libanais et puis nous avons gagné 2 textes encore, 4 textes que nous avons lu dans le cadre en série que 4 chemins gagnent qui c'est une nouvelle dramaturgie d'Haïti. Côté nous permettre que les dramaturges, textes capables de publier et jouer et lire pour la scène. C'est des textes que nous écrit qui a bien pour jouer et que nous-mêmes nous permettre que textes soient capables de publier. Nous avons gagné une dizaine de représentations. Nous avons un concert de clôture et le jour lancement qui c'est 25 novembre, c'est à l'Institut français à 10h30 dans le matin. Et nous avons une animation culturelle avec Némi Bastien et autres éléments. Même chaque année, nous avons une série de lectures, nous avons un atelier, nous avons un spectacle avec un pile d'autres bagailles pendant la période là. En plus de spectacles, lecture que nous avons dans le festival là, nous avons un café poésie tout qui fait partie de la programmation du festival là. C'est un moment de littérature et de détente côté que a gagné un petit dialogue sur littérature. Nous avons gagné sur point ça m'a venu avec Jude Joseph qui c'est
Haïtiens qui vivent en France, qui sont conteurs haïtiens qui venu dans le festival là, qui a dit texte qui a fait de compte dans le cadre Café Poésie, dans le cadre 21e festival à Nessa. En plus de Jude, nous avons gagné Jean-Luc Rahari Manana, c'est un malgache qui a venu tout à Nessa. Lui-même, c'est un écrivain, un metteur en scène et puis un éditeur. Donc, il a édité le livre Le Trophée des Capitaux. Son personnage est intéressant que nous avons plaisir pour nous poursuivre dans le festival là à Nessa, qui lui-même a gagné tout pour participer dans le cadre Café Poésie dans le festival là. À Nessa, c'est non au masque et mascarade, c'était surtout pour dire que bon, ça qu'a fait là, c'est un pile monde, chaque jour levé au jeune homme en masse. C'est des gens que tu connais ou tu connais vivre avec, c'était des proches. Et puis, un bon jour, ils mettent un masque dans la figure et puis ils viennent l'autre monde. Donc, et puis, il a fait mascarade. Donc, c'est non au mascarade, c'est pour dénoncer ce qui est en train de se faire à Port-au-Prince, c'est pour dénoncer tout le monde qui décide, parce que je connais que pile l'autre monde qui a prétendu pour porter masque là, pile le monde qui à l'intérieur de eux-mêmes envie de porter masque là, parce que son situation peut-être retrouvée là-dedans, mais nous-mêmes, nous disons non au masque et mascarade et nous prenons plutôt ou bien on fait promotion pour des gens qui sont vrais, pour des gens qui sont authentiques, qui aiment Haïti dans le pays. Nous arrivons au terme de cette édition. À votre partir, le rappel des principaux titres à la une. Les violons ne s'accordent pas entre le Premier ministre et le Conseil présidentiel de transition. Encore ce vendredi, une réunion entre les deux branches de l'exécutif s'est soldée par un échec. Dans l'intervalle, la situation sécuritaire reste tendue à Fort-National et à Solino, où des tirs nourris ont été entendus pendant une bonne partie de la journée. Parallèlement, un regain des actes de kidnapping est constaté dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Plusieurs mouvements de grève sont annoncés dans l'administration publique, alors que les employés de la DGI réclament le départ de l'actuel directeur général afin de reprendre leur poste. Ceux du ministère de l'Intérieur exigent de meilleures conditions de travail. C'est ainsi que nous refermons la dernière édition de Métro News pour cette semaine. Merci infiniment de votre attention et de votre confiance. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain, toujours sur Métropole. Bonsoir.